Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Il est très possible pour vous comme pour moi d'observer dans le ciel des phénomènes assez inhabituels, déroutants, voire bizarres. On peut alors se dire que l'on a vu un ovni, un objet volant non identifié, ou à tout le moins quelque chose qui dépasse notre entendement. Pourtant, comme on le verra, bon nombre de ces observations hors du commun peuvent être expliquées sans faire appel à des concepts fantastiques. Voilà ce que nous racontera François Estager, l'un de nos auditeurs et enquêteurs bénévoles au GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes non identifiés. Ce groupe, créé en 1977 par le CNES, le Centre national d'études spatiales, l'Agence spatiale française, a pour but non pas de résoudre la question des visites extraterrestres sur Terre, mais bien de recueillir des témoignages de phénomènes aériens non identifiés, de les étudier et de publier le résultat de ces enquêtes. Jusqu'à présent, le GEPAN a étudié 3207 cas. Notons que le présent balado ne porte pas sur les ovnis ni sur les extraterrestres, mais plutôt sur les observations surprenantes que l'on pourrait faire. Car, comme le relate François Estager, il est relativement facile de se faire prendre par l'un ou l'autre des phénomènes illusoires sur lesquels on peut tomber. Claude s'entretient donc avec François à propos de 3 exemples assez parlants, surtout sur les méprises dont on peut être victime, bien malgré nous. Demeurons donc sur nos gardes et bonne écoute. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour, François. Bienvenue au balado Voyage dans l'espace. Je dois dire que c'est toujours un plaisir pour moi lorsque l'un de nos auditeurs nous fait part de son expertise et qui partage avec nous une expérience qu'on n'a pas habituellement. Donc, au plaisir, François, de t'accueillir au micro de Voyage dans l'espace. Bonjour Claude, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là. Je suis un fidèle auditeur et j'avais envie de parler de ce sujet-là, partager cette passion-là. Donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Parfait. Dis-moi, François, vous êtes enquêteur bénévole au GEPAN. Pourquoi et comment devient-on enquêteur au GEPAN? Comment devient-on enquêteur? C'est une très bonne question. C'est, je pense, toutes les expériences de la vie qui fait que l'intérêt pour la science, l'observation du ciel depuis la petite enfance, le fait d'être pilote d'avion, le fait de s'intéresser à la météo, le fait de s'intéresser à l'astronomie, l'astronautique, et de parfois observer des choses qui se passent et avoir envie de comprendre. Et ensuite, j'ai vu un article sur le GEPAN. Je suis allé voir un peu qu'est-ce que c'était le GEPAN. Bien sûr, je ne connaissais pas non plus. Et j'ai lu des enquêtes. Et là, j'ai dit, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'il y a 2 choses qui sont plaisantes dans cette mission. C'est la dimension sociale. Donc il y a vraiment une dimension d'intérêt général envers le public parce que c'est des témoignages. Il y a des personnes derrière qui ont vécu une expérience qui est parfois compliquée à gérer. Donc il y a cette dimension sociale et cette dimension enquête. C'est comme une enquête policière. Donc on cherche le coupable qui est le phénomène et de mener une enquête avec tout ce qu'on a comme outil, voilà, de passer des heures et des heures à chercher. Et le moment où on trouve, parfois, et des fois on ne trouve pas, mais des fois on trouve et c'est vraiment un sentiment de victoire. Donc c'est tout ça qui fait que c'est très intéressant de participer à ces missions. C'est la satisfaction d'avoir résolu une énigme. Dis-moi, François, qu'est-ce que le GEPAN? Donc le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc c'est un service public qui consiste à collecter des témoignages, analyser les témoignages, anonymiser, archiver les témoignages et l'informer le grand public de ces résultats. Et donc il classe les cas d'observation en plusieurs catégories, A, B, C, D. Donc les catégories A, c'est phénomènes parfaitement identifiés. En catégorie B, c'est phénomènes probablement identifiés. Le C, c'est les phénomènes non identifiés, mais par manque de données, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'informations pour conclure, et malheureusement, tant qu'on n'a pas plus d'informations, on met dans cette catégorie. Et les catégories D, là, c'est les fameux 3%, la phénomène non identifié.
après une enquête qui était des fois parfois très très longue et qui résiste à toutes les hypothèses envisagées. Donc voilà, ça c'est l'émission du GEPAN. Le but du GEPAS, c'est pas de résoudre le mystère des soucoupes volantes et des visites extraterrestres sur Terre. C'est plus de recueillir des témoignages de gens qui observent des phénomènes étonnants dans le ciel. C'est ça un peu le but? Tout à fait, oui. C'est pas un organisme de recherche. C'est pas un organisme de recherche sur la vie extraterrestre ou sur les technologies avancées. Non, c'est vraiment collecter le maximum de témoignages et comprendre tous les phénomènes non identifiés. Et ensuite, surtout, mettre à disposition à la communauté scientifique et au grand public tout ce qu'ils ont enquêté. Au GEPAR, on parle de PAB, de phénomènes aériens non identifiés et non pas d'OVNI, comme on parlait autrefois. C'est quoi la nuance? Pourquoi on parle pas d'observation d'OVNI, mais de PAB? Alors, il y a deux raisons à cela. C'est que ce n'est pas forcément un objet qu'on voit. Ça peut être un reflet, ça peut être un laser qui se reflète sur les nuages. Donc, il n'y a pas forcément d'objet. Mm-hmm. Et la deuxième raison, c'est que souvent OVNI, ça a une connotation négative de soucoupe ou extraterrestre. Donc c'est vraiment pour ces deux raisons pour lesquelles on parle de pan. Exactement. Je dois dire aux éditeurs que moi, parfois, j'emploie l'expression PANI pour phénomène aérien non identifié. C'est la même chose, là. Je pense que l'appellation officielle, c'est plus PAN, mais à l'époque où l'appellation a été créée, à ma connaissance, on parlait de PANI. Donc, si vous m'entendez dire PANI, sachez que c'est la même chose. Et comme le disait François, la nuance, c'est qu'un objet volant non identifié, un OVNI, on imagine que c'est un objet alors que ce n'est pas nécessairement un objet. Dites-moi, François, donc vous enquêtez sur des cas que le GEPAR vous soumet. Comment ça se passe une enquête en général? Donc, une fois que nous avons été mandatés pour une enquête, donc ça commence par une enquête à distance, où là, on va essayer d'obtenir le plus d'informations sur les caractéristiques du phénomène observé, donc le déroulement du phénomène, sa chronologie, sa localisation, l'environnement physique du lieu d'observation, les conditions météo, astronomiques, aéronautiques, plein d'éléments qui vont permettre d'identifier au mieux qu'est-ce que le témoin a pu voir. Et si jamais cette enquête à distance ne donne rien, ou si on arrive au bout de ce qu'on peut faire à travers nos logiciels, à travers des recherches Internet, bah là, on a besoin d'aller voir directement le témoin pour faire des relevés sur place. Et notamment, éventuellement, faire un entretien cognitif. Comment ça se passe, un entretien avec un témoin? Donc, alors, l'entretien cognitif, c'est une méthode qui a été développée avec l'Université de Toulouse. C'est une méthode qui permet de restituer le plus d'informations possible via une technique d'entretien. Donc ça se passe en trois récits. Bon, déjà, il y a une remise en contexte mental. C'est vrai qu'on essaie de dire aux témoins, essayez de repenser à l'environnement où vous étiez, votre état d'esprit, votre état physique. On fait on le remet dans le contexte mental le jour de l'observation. Et à partir de ce moment-là, on va lui dire de dire son récit, donc son observation. Et chose importante, on ne va pas l'interrompre. Ça, il n'y a rien de plus gênant d'interrompre un témoin qui est en train de parler de ce qu'il a vu. Donc le premier récit, il parle de son témoignage. À la fin de ce premier récit, on va prendre un peu de temps parce que c'est compliqué de se remémorer tous les événements qu'on a vécus. On va faire un deuxième récit, mais inversé. Ça veut dire que le témoin, alors c'est très difficile, le témoin va raconter son histoire en partant de la fin, en remontant jusqu'au début. Et on s'est rendu compte, en faisant ça, que le témoin rajoutait des éléments. Alors rajoutait des éléments qu'il avait vécu, bien sûr. Il n'inventait pas. Et
Et même les témoins, des fois, ils sont surpris. Ah oui, j'ai oublié de le dire, ça. Donc en fait, c'est voilà, on dit dans un sens, on dit dans l'autre, et voilà. Et donc, pareil, on m'interrompt pas, on laisse finir. Et après, on est parti pour un troisième récit, qui est un peu un récit avec des arrêts sur image. C'est-à-dire que le témoin se remémore la scène, dans le bon sens, et des fois, il fait un arrêt sur image et il parle de détails. Et on s'est rendu compte, pareil, que souvent, le témoin donnait des détails qu'il n'avait pas dit du tout, ni dans le questionnaire, ni dans le premier récit, ni dans le deuxième récit. Et le détail, c'est souvent la clé. Le détail, c'est souvent la résolution du cas. Donc c'est un entretien qui est assez compliqué pour le témoin, parce que c'est quand même, ça demande un exercice de mémoire important. Et ensuite, on finit par une reformulation et des questions ouvertes pour essayer d'avoir des bonnes réponses. En fait, si je résume bien, là, quand vous faites une enquête, votre premier souci, c'est de recueillir le maximum d'informations, à la fois dans le niveau du contexte que auprès du témoin, pour ensuite tenter de résoudre l'énigme. Alors que je pense que très souvent, quand quelqu'un nous raconte une histoire comme ça, on l'écoute pendant 5 ou 10 minutes et on essaie de tirer des conclusions. Mais votre démarche, c'est vraiment de dire récupérons le maximum d'informations et après, on tentera de résoudre l'énigme. C'est un peu ça, votre démarche. Nous n'étions pas là, donc on demande au témoin, montrez-moi ce que vous avez vu à travers votre témoignage. Alors des fois, il y a les dessins, il y a les reconstitutions sur photo. Voilà, mais nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'il y avait vu, parce que tous les témoins sont sincères. Tous les témoins ont vu quelque chose. S'ils sont sincères. Et donc voilà, c'est à travers tout cela qu'on veut savoir ce qui s'est passé. On va faire un peu, je dirais l'exercice rapidement. On va survoler 3 cas que va nous lire Florent. Et après, on va les analyser rapidement. Évidemment, gardez à l'esprit que derrière ça, il y a toute une démarche. Là. On le fait rapidement, mais ça vous donnait une idée du genre de cas qui sont soumis au GEPAN et comment on arrive à certaines conclusions. Donc, Florent, à toi de lire le premier cas, qui est un cas, quand tu me l'avais soumis, François, qui était très intriguant. Nous sommes le 15 février 2022. Voici ce que la témoin a raconté aux enquêteurs. Alors que j'étais dans le train en direction de Poitiers depuis Paris, j'ai été surprise par la beauté du ciel, par ce lever de soleil. Il était environ 7h30 du matin, j'ai donc décidé d'arrêter de lire afin d'observer un peu ce dernier. J'étais dans un wagon quasiment vide. C'est à ce moment que j'ai constaté un point lumineux dans ce beau ciel rosé et sans nuages du matin. Il s'agissait d'un point blanc, d'une luminosité très perçante, mais qui ne scintillait pas. J'ai immédiatement pensé à une planète. Mais j'ai très vite constaté que ce point était en mouvement plus ou moins rapide. J'ai rapidement évacué l'idée d'un avion car ce point a justement été dépassé par plusieurs avions. Il y avait une véritable différence entre ces avions et ce point lumineux. J'ai ensuite voulu rester rationnel et j'ai pensé à un satellite. Cependant, j'ai constaté que la trajectoire de ce point devenait totalement anarchique, comme une partie de cache-cache entre ce point lumineux et le train dans lequel j'étais installé. En effet, ce point lumineux a d'abord dépassé le train. Pendant quelques minutes, je ne pouvais plus le voir car il était au-dessus du train, puis a ralenti sa cadence et s'est retrouvé à l'arrière du train, puis a repris de la vitesse. Il était à nouveau dans mon champ de vision, mais oscillait entre proximité puis éloignement. J'ai pu observer ce petit manège pendant au moins 30 minutes jusqu'à mon arrivée dans la ville de Poitiers. Après 5-10 minutes d'arrêt à Poitiers, lorsque le train a repris sa trajectoire vers Angoulême, le ciel s'était assombri par les nuages, le point lumineux avait disparu. 4 jours plus tard, j'ai eu l'occasion de prendre à nouveau ce train et sur le même horaire, le ciel était à nouveau bien dégagé. J'ai volontairement observé le ciel dans l'espoir de voir réapparaître ce point lumineux, mais en vain. J'ai juste constaté la présence d'avions et de points lumineux, mais fixes. Si je peux me permettre, je dirais que c'est une observation assez intéressante parce que, d'abord, elle se fait en plein jour. En fait, elle se fait en matinée. Ce n'est pas une observation de nuit d'un objet lointain. L'observation dure une
une trentaine de minutes, si j'ai bien compris. Ce n'est pas quelque chose, un phénomène qu'on a vu en quelques secondes ou en quelques minutes. La témoin a eu le temps d'observer l'objet. L'objet, c'est apparemment pas une planète, puisque nous rapporte le témoin. Il se déplace par rapport au train. Parfois, prend de l'avance sur le train, parfois s'arrête, parfois derrière le train. C'est quand même assez confondant comme observation. Et même, je pense que c'est pas indiqué dans ce que nous avait lu Florent, là, mais le témoin l'a même filmé. C'est un beau cas. Qu'est-ce qu'on fait avec un cas comme ça, François? Oui, c'est bien. Quand il y a des photos et des vidéos, c'est parfait parce que on peut déjà avoir une idée de ce qu'a vu le témoin. Parce que là, on voit, sur la vidéo, on voit le pan. Et donc, c'est très bien. Le problème de ce cas, c'est que il dure 30 minutes, donc c'est une observation très longue. Ça déjà, c'est souvent très étrange. Quand ça dure très longtemps, c'est que c'est assez étrange. Et l'autre problème, c'est qu'elle était en train. Donc, pour situer le témoin à un instant présent, c'était un peu plus compliqué parce que un TGV, ça roule à 300 km/h. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est déjà la première chose, la situation géographique. Donc, il a fallu repérer un endroit où on voit le phénomène et savoir quand elle voit sur la vidéo, là où on voit le phénomène, il a fallu bien situer le témoin pour estimer l'azimut d'observation, la direction d'observation. Donc c'est là la première difficulté, c'est que quand on n'a pas d'indication, je savais juste qu'elle était j'avais 80 km de voie, je savais qu'elle pouvait être à un endroit. Donc j'ai dû, avec le peu d'images que j'avais un peu flou et un peu, j'ai dû reconstituer le trajet. Et j'ai quand même réussi à trouver avec Google Earth. Voilà, on utilise plein de logiciels différents. Avec Google Earth, j'ai trouvé l'emplacement avec des indices qui sont sur place. Donc avant ça, bien sûr, j'ai vérifié. Donc c'est le déroulement d'une enquête. On vérifie plein de choses. Donc là, la situation géographique pour savoir d'où est observé le phénomène. Situation astronomique pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel à ce moment-là. Parce que le jour, évidemment, il y a beaucoup moins d'astres. Donc ce jour-là, il y avait la présence dans le ciel de Vénus, Mars et de la Lune. Donc voilà, on note situation astronomique, ces trois astres. Situation aéronautique et astronautique. Étant donné la grande distance parcourue, ben voilà, des avions, il y en a des dizaines qui sont passés, pas loin. Aucun satellite visible. Étant donné le jour bien avancé. Ensuite, la situation météo, l'avantage d'une vidéo, c'est que la situation météo, elle est claire, sachant qu'on voit qu'il fait beau. Et donc, suite à l'analyse des vidéos et l'emplacement, et après avoir bien situé le témoin, on estime un azimut. Et donc, à partir de là, on va comparer à ce qu'on a, par exemple, au niveau astronomie. Donc là, il s'avère que il y avait quand même un astre qui était très visible ce jour-là. Et un astre qui est très visible en général, c'est Vénus. Et donc, à ce moment-là, est-ce que Vénus est à cet endroit? Donc voilà, là, c'est toute l'enquête, c'est vraiment d'être sûr que Vénus est dans la direction d'observation et à la hauteur, à la bonne hauteur. Parce que si il est à la bonne azimut, mais qu'il est 80 degrés au-dessus de... Donc voilà, non, ça, c'est pas cohérent. Oui. S'il est au-dessus, c'est pas cohérent. Donc vraiment, quand on fait une enquête, on a des hypothèses, on émet des hypothèses, et on essaye d'invalider l'hypothèse. C'est très bizarre, mais en fait, quand on a une hypothèse, on essaie de l'invalider au maximum pour pouvoir être sûr que c'est bien ça. Oui. Donc déjà, ouais. Et est-ce que dans ce cas-là, c'était Vénus? Alors, d'abord, il faut avoir les caractéristiques du pan. Donc, c'est un point blanc, aussi lumineux. Alors, elle dit aussi lumineux qu'une planète, mais pas scintillante comme une étoile. Bon, à la limite, voilà. Vitesse de déplacement plus ou moins rapide. Bon, ça, on verra plus tard pourquoi ce déplacement. La taille apparente, on voit dans la vidéo que c'est un point blanc, donc ça paraît être comme une planète.
distance, durée d'observation donc assez long. Une planète, ça paraît assez crédible. Aucun bruit, c'est normal. Derrière une vitre de train, c'est pas facile. Et donc dans les images du pan, effectivement, on se dit il y a quand même quelque chose qui ressemble à une planète, comme Vénus. Donc, on regarde où était Vénus à ce moment-là, sur un logiciel comme Stellarium. On regarde la direction d'observation à l'heure précise de l'observation, la hauteur, et effectivement, on se rend compte que Vénus est à cet endroit, à peu près à cet endroit-là, quoi. Mhm. Mais Donc on se dit, oui, et là, mais on se dit, mais Vénus étant loin, pourquoi suit-elle le train? comment expliquer que Vénus suivrait le train, comme elle voilà. rapporte le témoin? Oui. Ça, c'est ça, voilà. Donc ça s'explique très simplement par une illusion qu'on appelle, bon, il y a plusieurs noms, mais on aime bien dire l'illusion de la boule suiveuse. Il y a l'illusion de la lune suiveuse aussi, mais là, vu que c'est Vénus, on va dire l'illusion de la boule suiveuse. Donc c'est juste que la planète est fixe, mais vu qu'elle est très loin, forcément, il y a le paysage qui défile devant, et ça donne, on a une illusion que la planète nous suit, quoi. On a vraiment l'impression que, étant donné qu'en plus un train va à 300 km/h, on a l'impression qu'elle va à la même vitesse que nous. Et donc, étant donné que si les repères de paysage sont proches, donc là, se défile derrière eux rapidement. Et si les repères sont loin, le défilement et donc la perception de vitesse de déplacement est moindre. Et en plus, il suffit qu'il y ait une alternance de repères plus ou moins proches dans le paysage. Voilà, plus ou moins proche. J'ai l'impression que le pan, la Vénus monte ou descend. Selon parce que Vénus, par rapport à l'horizon, elle peut être beaucoup plus haute, beaucoup plus basse. Et deuxième effet, c'est que le TGV, ceux qui ont pris le TGV, les courbes, étant donné que le train va très vite, on ne se rend pas forcément compte que le train tourne, on va dire, tourne progressivement. Donc ça veut dire que quand le train il changeait de cap, et forcément, Vénus qui est fixe, et forcément elle voyait Vénus au-dessus du train, ensuite revenir à sa position. Donc en fait, c'est une question de point de vue. C'est pas le pan qui se déplace, c'est le train qui change de direction. Et c'est vrai que quand on est dans le train, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'impression qu'on se déplace latéralement. Le bas-côté, ça monte, ça descend. On ne se rend pas compte de tout ça. Très vite. On est fixé sur le pan. C'est ça. Ça peut paraître surprenant, ceux et celles qui nous écoutent, mais c'est une observation qu'on peut faire assez facilement avec la Lune. Si vous êtes en automobile par un soir de lune, j'ose dire en campagne où il y a des différents chemins, moi, je me souviens d'avoir observé le phénomène où on a vraiment l'impression que la Lune nous suit. On sait que c'est la Lune. On sait évidemment que la Lune ne nous suit pas, mais on a vraiment cette impression-là. L'autre élément que j'ajouterais, on ne s'attend pas de voir une planète en plein jour. On imagine que les planètes, c'est toujours le soir quand il fait clair, mais Vénus, quand il fait noir, mais Vénus peut être visible en plein jour. Moi, je me souviens d'avoir déjà vu Vénus vers 3 heures de l'après-midi dans le ciel. Sachant où elle devait se trouver, je l'ai repérée. Donc, j'imagine que la témoin fait une observation le matin, le ciel est clair, on est en plein jour, elle ne s'attend pas de voir Vénus. Et vous, ce que vous avez constaté sur les images, surtout en retraçant son trajet, c'est qu'exactement à l'endroit où elle observait un pan, comme par hasard, il y avait Vénus. Donc, l'explication, et j'imagine que pour beaucoup de gens qui auraient vu le phénomène, c'est pas convaincant, ça se peut pas que ce soit une planète que je me sois fait berner parce que je la voyais se déplacer, mais comme vous l'expliquez, le fait qu'en train, on ne sent pas les mouvements de déplacement, ça peut donner donc objet à un phénomène à une observation assez étonnante, mais résolue, je trouvais intéressant dans votre enquête, résolue à l'aide d'une analyse minutieuse des faits. Quand ça s'est passé, où elle était exactement, qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel à ce moment-là. Et comme il n'y avait pas autre chose que Vénus, vous concluez que c'est Vénus. Nous allons passer à un deuxième cas que Florent va nous lire et qu'on va rapidement analyser. Alors, à toi, Florent. Témoignage d'une personne se déclarant cartésienne et qui ne croyait pas au paranormal.
Il s'agit de l'observation durant 1 minute d'un pan de forme ovale éclairant vert fluo. La témoin raconte. Dans la nuit du 24 au 25 juin 2019, j'ai découvert ce qu'était une soucoupe volante. En effet, cette nuit-là, il faisait chaud et nous dormions les fenêtres ouvertes. Il était 00h30 lorsque j'ai été réveillé par un bruit qui provenait de l'extérieur. J'ai tout d'abord pensé que c'était un hélicoptère du SAMU, mais lorsque je me suis positionné à la fenêtre, j'ai été complètement surprise par ce phénomène qui est passé juste au-dessus de ma maison. C'est alors que j'ai réveillé aussitôt mon compagnon en lui disant que je voyais une soucoupe volante. Il s'est installé à côté de moi et a vu la même chose que moi. Il faisait nuit et le ciel était dégagé. La forme du pan était ovale et se situait à une altitude assez faible car on pouvait bien la distinguer tel un parapente. Elle éclairait vert fluo mais n'éblouissait pas. Derrière l'engin, quelques signaux lumineux rouges apparaissaient. La couleur était magnifique, son allure n'était pas trop rapide et nous avons pu la regarder s'éloigner environ 1 minute. Pas eu le temps d'attraper un téléphone pour filmer l'événement. Le bruit que faisait l'appareil était relativement faible par rapport à l'engin, un bourdonnement, une propulsion d'air, un flou 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 flou, pas comparable à un bruit d'hélico ou d'avion. Ce que nous avons découvert est assez magique et remet en cause nos convictions. Qui ou qu'est-ce qu'il pouvait se trouver à l'intérieur ? Nous ne savons pas, mais cela nous intrigue désormais fortement. Nous avons donc été témoins de ce passage d'OVNI et nous laisse penser qu'une source de vie existe ailleurs que sur la planète Terre. Voici l'effet extrait du PV de gendarmerie tel que décrit par le témoin. Je me présente ce jour au bureau de votre unité pour vous faire part de l'observation d'un ovni que j'ai pu voir le 25 juin 2019 à 0h30 depuis mon domicile de La Roche-Chalais. Ce soir-là, il faisait chaud, les fenêtres étaient ouvertes et je dormais. J'ai été réveillé par un bourdonnement qui venait de l'extérieur. Dans un premier temps, j'ai pensé que c'était peut-être l'hélicoptère du SAMU. Je me suis levé pour aller voir à la fenêtre. Ma fenêtre donne sur l'ouest et l'engin passait au-dessus de ma maison et se dirigeait vers le sud-ouest. Mon conjoint lui dormait et je l'ai réveillé pour lui dire ce que je voyais et qui pour moi était une soucoupe volante. Il faisait nuit et le ciel était dégagé, il faisait chaud, c'était une période de canicule. L'OVNI était de forme ovale et se situait à une altitude assez faible. Il volait à une altitude identique à celle des parapentes qui passent parfois au-dessus de la maison. L'objet éclairé émettait une lumière vert fluo mais n'éblouissait pas. Il m'a paru de forme ovale comme les soucoupes volantes vues dans les reportages. Derrière l'engin, il y avait quelques signaux rouges mais de moindre importance que le vert. La couleur verte était magnifique et l'allure de l'engin n'était pas très rapide. Son passage a duré environ 1 minute avant que nous le perdions de vue. Le bruit émis m'a paru faible par rapport à la taille de l'engin. Il s'agissait d'un bourdonnement accompagné d'un souffle. J'ai eu l'impression que l'engin pulsait de l'air derrière lui. Ce bruit n'était pas comparable à celui d'un avion ou d'un hélicoptère. Je n'avais jamais assisté à une telle observation. Pour moi, il s'agit d'un ovni. Quand François m'avait soumis ce cas-là, j'ai dit quelle aubaine, hein? Je vais le prendre dans mes propres mots, là. Un ovni qui passe au-dessus de nos têtes. Parce que d'ordinaire, quand les gens nous racontent des cas, ils ont vu au loin une lumière se déplaçant. Là, la témoin a pu observer doucement le passage d'un ovni au-dessus de sa tête. Elle nous dit qu'elle a entendu un léger vrombrissement, donc c'est pas une planète cette fois-là. Autre détail que je trouve intéressant dans ce récit-là, c'est que le témoignage qu'elle a fait a été déposé assez rapidement à la gendarmerie. C'est un détail qui pour moi est important parce que lorsque le temps passe, lorsqu'on raconte plusieurs fois l'histoire au fil des semaines, des mois, ben on a tendance à embellir les choses. La mémoire ça s'emballe un peu, on rajoute des détails et tout ça. Donc, si on a un témoignage qui a été fait, recueilli quelques heures ou quelques jours après, c'est déjà très différent. Donc, je trouve qu'on a un beau cas. Là. On a un cas de, écoutez, moi j'aimerais ça voir ça, un ovni qui passe doucement au-dessus de ma tête. Wow! Et vous, François, qu'est-ce que vous faites avec un tel cas? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, souvent, ce que je fais dès le début, dans un cas, donc, premièrement, comme tout à l'heure, localisation précise du témoin. Et souvent, ce que je fais dans quasiment tous les cas, c'est que je regarde les cartes OACI, donc les cartes qu'on utilise là pour la navigation en avion. Je regarde s'il n'y a pas des zones militaires. Donc, parce que, bon, des fois, on se dit,
On pense souvent à des aéronefs militaires, des drones, des avions de chasse. Voilà, on cherche toujours, on peut imaginer qu'il y ait des exercices. Donc soit je recherche ça, soit je recherche exercices militaires dans la région. Mais il s'est avéré que bon, voilà, finalement c'était un cas qui était assez rapide à conclure, car à ce moment-là, il y avait un exercice militaire baptisé Athéna le jour de l'observation. Donc après j'ai vérifié les SUPIP, là, les documents qui informent les usagers de l'espace aérien quand il y a des restrictions. Donc effectivement il y avait un gros exercice international, pas à proximité du témoin, mais un peu plus au nord. Donc là, vu que le témoin n'était pas, on va dire, dans la zone militaire, enfin dans la zone d'entraînement, eh ben il a fallu chercher où y retourner finalement. Donc et c'est dans un article qui m'a donné l'info, c'est que tout cet exercice militaire venait du sud, quoi. Ils étaient au nord, ils allaient dans le sud. Donc avec les horaires, j'en ai déduit que au retour de la mission, si on met un cône entre la zone d'entraînement et l'aéroport, si on tire des traits, eh ben les témoins sont en plein milieu entre la zone d'entraînement et l'aéroport de la base. Mais ça nous dit pas qu'est-ce que c'est, parce que c'est ça. Il n'y a pas simplement vu un avion passer, là. Un avion, ça fait pas un ovale vert. Ouais, c'est ça. C'est sûr que moi, je n'ai jamais vu d'avion, d'hélicoptère. Et c'est bien ça le problème, c'est que ce jour-là, il y avait des forces spéciales américaines qui avaient fait venir un de leurs hélicoptères qui n'est pas si vieux que ça. Et il a été mis en service en 2005. Donc ça veut dire que ça fait que 20 ans. Il y en a à peu près 400 unités, c'est surtout la Navy, c'est surtout Air Force, la Navy qui l'utilise. Il y en a, à ma connaissance, il n'y en a pas en Europe. Okay. Et donc, c'est le CV-22 Osprey, qui est un hélicoptère qui décolle, c'est un aéronef qui décolle comme un hélicoptère et qui vole comme un avion, car il a des rotors qui pivotent. Et donc, on se dit, bah oui, mais ça ne nous indique toujours pas pourquoi cet hélicoptère serait le responsable, le coupable. C'est ça. Mais quand on va chercher plus loin, même à travers des articles de journaux, des personnes, des témoins ont vu un aéronef avec des lumières vertes. Donc là, ça m'a attiré le regard. J'ai dit, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Et voilà, et après, on se renseignait un peu plus. Moi, j'ai trouvé que ces hélicoptères, étant donné qu'ils ont des rotors basculants, ils ont installé, étant donné que c'est pour un exercice d'entraînement avec des troupes qui vont au sol, pour voir où sont les rotors, ils ont installé des LED à l'extrémité de chaque pale du rotor, et dont la luminosité est modifiable par l'équipage, pour qu'il soit bien visible. Donc une fois que le rotor fonctionne, ça fait un disque virtuel. Mm-hmm. Donc c'est tout simplement ça qui explique que quand il vole, et c'est vrai que quand il vole, il y a des belles photos qu'on transmettra bien sûr pour le fascicule, et on voit que ça fait effectivement un ovale vert très joli, ça fait un très bel effet. Et notamment, elle dit derrière qu'il y a une lumière rouge qui clignote, enfin une lumière rouge, je ne sais plus si elle clignote, mais il y a une lumière rouge qui est tout simplement le feu rouge arrière de l'hélicoptère. Fait que je reprends un peu le fil du balado. C'est quand même un cas intéressant. Donc, c'était tout simplement un hélicoptère observé, un appareil qui nous est peu familier, observé dans des conditions un peu particulières, qui donne l'idée que ce qu'on pensait qu'était un ovni est tout simplement un hélicoptère, un appareil, un aéronef américain en exercice militaire. Maintenant, Florent va nous lire un troisième cas, encore là, un cas très intéressant. Observation réalisée dans la nuit du 30 au 31 octobre 2017, entre minuit 55 et 1h20 du matin, le témoin raconte.
En rentrant chez moi, j'ai profité du ciel dégagé pour regarder le ciel et les étoiles vers l'est, l'ouest étant moins visible en raison de la luminosité et de la lune et de la ville de Cholet, Maine-et-Loire. En parcourant l'horizon approximativement dans la direction de Molévrier, j'ai aperçu une lumière blanche assez forte, direction est-sud-est, comportant des clignotements bleus et rouges. Pensant à un avion, j'ai délaissé cette observation et continué à regarder les étoiles. 5 minutes plus tard, je me suis rendu compte que l'objet n'avait pas ou peu bougé. J'ai donc regardé avec plus d'insistance. J'ai utilisé sur mon smartphone l'application Skyview afin de vérifier s'il s'agissait d'une étoile ou d'un satellite répertorié. Le point lumineux ne correspondait pas à un élément de l'application. Par la suite, en continuant mon observation de ce point lumineux, je me suis rendu compte qu'il s'était déplacé à la verticale. Étonné, j'ai continué à regarder et me suis rendu compte que le point lumineux décrivait quelquefois des déplacements saccadés et rapides en ligne droite sur de courtes distances, mais cela était visible. Ce type de déplacement me fait penser à des mouvements de drone, et j'ai donc pensé à un drone militaire en exercice nocturne. Un peu plus tard, un avion de ligne est passé en dessous du point lumineux, et celui-ci a décrit des brefs mouvements d'aller-retour vers l'avion, mais avec la perspective, je ne peux être formel sur leur présence dans le même plan. Il y a eu au moins 3 de ces mouvements. J'ai tenté de prendre photo et film avec mon smartphone, mais la luminosité étant faible, le point est difficile à voir. J'ai également activé plusieurs fois la lampe du smartphone pour voir si cela provoquerait une réaction, et il n'y en a pas eu. J'ai également utilisé des jumelles pour voir plus précisément, cela n'a que confirmé la lumière blanche et le clignotement l'accompagnant. J'ai arrêté mon observation vers 1h20, le point lumineux étant toujours là, et je me suis aperçu qu'il avait nettement monté par rapport à sa position initiale. Veuillez noter que le clignotement bleu-rouge accompagnant la lumière blanche n'a pas cessé durant toute l'observation et que la lumière blanche était nettement plus forte que les étoiles. Ça, pour moi, c'est un cas classique d'OVNI, c'est-à-dire quelqu'un qui observe un objet lumineux au loin, qui se déplace de façon erratique. C'est le genre de cas qu'on raconte souvent dans le domaine des OVNI. Ce qui frappe des fois dans le témoignage de ceux qui l'ont observé, c'est de dire oui, mais l'objet qui est au loin se déplace de façon inimaginable, comme aucun aéronef ne peut se déplacer. Il volait dans tous les sens à des vitesses fulgurantes. Des cas comme ça, on en a beaucoup. Comment vous, François, vous interprétez? Qu'est-ce que vous faites avec un cas comme celui-là? Donc, comme dans tous les cas, chaque cas est nouveau. Donc, on repart à zéro pour chaque cas. On essaye d'éviter les biais, on va dire. Donc, on repart à zéro à chaque fois, donc comme d'habitude. Et on situe le témoin, en situation astronomique, aéronautique. Voilà, on cherche tout le temps. On a toujours une méthode de base qui nous fait rechercher un maximum. Enfin, on teste plusieurs hypothèses. Mais c'est vrai qu'avec avec l'expérience du GEPAN quand même, il y a quand même un peu plus de 9000 cas en base, il ressort toujours des hypothèses plus courantes. Donc c'est vrai qu'on va souvent, on se fait des idées quand même sur certaines hypothèses assez rapidement. On n'a pas besoin de tester des dizaines d'hypothèses pour. Donc là, finalement, c'était un récit assez pareil qui peut paraître impressionnant. C'est vrai que on va bouger comme un exercice, pareil, un drone, on imagine. Mais finalement, l'enquête était relativement simple parce que quand on a une photo aussi du pont, donc ça c'est parfait. Et en mettant la photo du témoin et la carte du ciel à la même heure, on se rend compte que le pan il correspond à Sirius. Donc tout est dans la note d'enquête, hein. Et quand on compare les deux, on voit bien toutes les étoiles rien de nouveau, quoi. Il n'y a pas un autre point qui se rajoute, quoi. Donc le pan est une étoile et donc c'est Sirius. Et là, comme le TGV, on se dit mais comment Sirius a pu bouger comme ça. Et donc là, il y a encore un autre effet. Décidément, on est des êtres imparfaits quand même. C'est vrai que
n'a pas l'impression, mais il nous arrive, notre cerveau nous joue des tours. Et donc là, il a été victime de ce qu'on appelle l'effet autocinétique. Et ça se manifeste quand on n'a pas de point de repère autour et que c'est assez sombre et qu'il y en a un point lumineux devant nous. Et en fait, c'est que notre cerveau interprète mal un mouvement de l'œil. Donc l'image de l'étoile, elle bouge sur notre rétine à cause de la dérive oculaire. Et notre cerveau, il interprète cela non comme un mouvement de l'œil, mais comme un mouvement de l'étoile. Donc en fait, c'est notre œil qui fait des micro-mouvements. Mhm. Et donc forcément, et notre cerveau, il se dit, mais oui, la lumière, elle bouge. Donc c'est ce qui fait que des fois, on peut voir des satellites s'arrêter. On peut voir des satellites s'arrêter, on peut voir des satellites qui font des zigzags, notamment l'ISS qui est à un point assez bien lumineux, et parfois dans un ciel sombre. Et c'est assez bluffant. Et ça, on peut faire l'expérience, même dans une pièce sombre. On fait l'expérience, on met un point lumineux sur le mur. Et je vous garantis que ça marche. Ça marche. Je l'expérimente régulièrement. Et particulièrement avec la fatigue. Et le soir, c'est souvent le soir qu'on est fatigué, et la nuit. Et avec la fatigue, ça un phénomène beaucoup plus important. Donc voilà, tout simplement, on se retrouve face à encore un défaut de notre vie. Dernière chose, c'était le changement de couleur pose beaucoup de problèmes des variations de couleur pose beaucoup de problèmes aux témoins. C'est que, comme vous avez pu le dire, souvent, c'est que les témoins ne se rendent pas compte qu'il y a une atmosphère, on ne voit pas l'atmosphère qui est entre nous et le pan. Et cette atmosphère provoque des effets assez perturbateurs sur la vision du pan. C'est intéressant hein, parce que, comme je disais, c'est un cas un peu classique qui nous est souvent raconté. Et l'effet autocinétique, il est très surprenant. Comme vous le dites, François, on peut faire l'expérience soi-même et on va être assez renversé si vous le faites, entre autres, dans une pièce avec une petite lumière fixe dans un point noir. Vous allez être surpris d'à quel point l'objet peut bouger. Puis je trouve ça intéressant si on peut observer un satellite ou de la station spatiale et de voir que l'objet, la station, s'arrête, zigzag, recommence. C'est assez renversant comme phénomène. Dis-moi, François, dans vos enquêtes, ce que vous observez, c'est que l'interprétation de ce qu'on voit est beaucoup conditionnée par la conception des choses, par nos croyances. Hein. L'impact de nos croyances sur la façon d'interpréter la réalité est très important. Vous le constatez dans vos enquêtes. Hein. Selon l'expérience de chacun, on ne verra pas la même chose. C'est vrai que c'est pour ça que dans le questionnaire, il y a une partie qu'est-ce que vous pensez de tout ça, une partie sur les émotions, sur les connaissances aussi. Il y a une question sur quelles sont vos connaissances sur les panneaux ovnis, voilà. Est-ce que vous avez connaissance sur la topographie, voilà. Il y a une partie qui demande au témoin et pour nous c'est important parce qu'on peut se rendre compte si le témoin est on peut à travers ce questionnaire on peut voir si c'est quelqu'un qui croit, on va dire, à des êtres venus d'ailleurs ou qui est plus cartésien et qui sait qu'on va pouvoir l'expliquer de façon cartésienne. En fait, si je dirais, il y a des gens qui fassent un phénomène observé dans le ciel un peu étonnant, vont dire enfin, j'ai vu une soucoupe volante, comme s'il y avait l'espoir de voir autre chose. Alors qu'une autre réaction qu'on pourrait avoir, c'est de dire je viens de voir quelque chose d'inexpliqué, dont je ne m'explique pas la nature, mais je ne tire pas immédiatement une conclusion. Mais il y a souvent des gens, moi j'ai eu des témoignages, ils vont le dire enfin, j'en ai vu une. Je savais que ça existait, j'y croyais, et là, j'en ai vu une soucoupe volante. Alors que ce que les gens ont vu, c'est quelque chose dont ils ne s'expliquent pas la nature. Ça serait une nuance à apporter, qu'on n'apporte pas souvent parce que nos croyances nous influencent. C'est à peu près ça qui se passe, je pense. Hein? C'est souvent ça qui pose problème, parce que quand on a envie de voir, voir quelque chose, on va le voir. C'est que si absolument on observe
Le ciel étoilé, si on veut voir quelque chose, on va pouvoir voir quelque chose. Si on ne connaît pas bien tous les phénomènes qui peuvent arriver au ciel. Vous soulevez là un point intéressant. Hein? Quand on cherche quelque chose, on finit par le trouver. C'est le même phénomène qu'on observe ceux qui prennent des photos, qui analysent en détail des photos de la Lune ou de Mars et qui sont à la recherche de constructions extraterrestres, finissent par en trouver. Si vous regardez des centaines, des milliers de photos, vous allez finir par trouver une structure qui vous semble d'origine non naturelle et là, vous allez conclure. C'est un piège dans lequel on tombe, même dans la vie de tous les jours, on finit par trouver ce que l'on cherche. Mais quand même, une chose qui est souvent qui revient souvent dans des témoignages de Pan, c'est des déplacements absolument fulgurants d'objets de phénomènes qui nous font dire ça ne peut pas être un aéronef, ça ne peut pas être un satellite, parce que l'objet, c'était. Il y a une question de vitesse angulaire qui parfois est assez surprenante, n'est-ce pas? Et oui, ça c'est la vitesse angulaire, c'est quelque chose d'impressionnant. Et l'image qu'on donne souvent, c'est que au-delà de 10 mètres, si on ne connaît pas la nature de l'objet ou de l'observation, on ne peut pas estimer sa distance. Parce que, comme on dit souvent, un grain de pollen à 5 mètres, un avion à 10 km et la station ISS à 400 km, ben, elle se déplacera à la même vitesse. Ça, c'est vraiment une image qui montre que voilà, c'est impossible d'estimer la distance et la vitesse d'un objet inconnu. Mm-hmm. Et notamment, et je pense que tu l'as peut-être évoqué déjà dans un balado, mais dans la mission Apollo, quand ils sont arrivés sur la Lune, les astronautes étaient incapables de dire à quelle distance étaient les montagnes et tout ce qui les environnait, parce qu'il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas d'autres humains, et il n'y avait aucun repère qui permettait de dire la montagne en face, elle est à 10 km, 20 km. Donc je sais que ça, c'est un effet qui est arrivé quand ils sont arrivés sur la Lune. En fait, s'ils étaient à bord de la module lunaire puis qu'ils voyaient un rocher à une certaine distance, ils ne pouvaient pas savoir si c'était un relativement petit rocher relativement proche d'eux ou un gros rocher beaucoup plus loin. Donc, l'effet angulaire, hein, c'est intéressant parce que ce que vous disiez il y a quelques secondes, c'est qu'on pourrait observer à la fois un grain de pollen, un avion et la station spatiale qui serait à peu près en ligne droite et qui se déplacerait apparemment à la même vitesse. Parce qu'évidemment, le grain de pollen ne déplace pas à la vitesse de la station spatiale, mais il est beaucoup plus proche de nous. Donc, il y a la notion de vitesse angulaire qui donne l'impression à un objet de se déplacer très rapidement si on pense qu'il est très loin de nous, alors que s'il est très proche de nous, il se déplace à une vitesse beaucoup plus petite. Et évidemment, quand un objet est dans le ciel, on ne peut pas savoir, par exemple, quand il y a un avion qui passe dans le ciel, on ne peut pas savoir si l'avion est à 1 ou 2 km de nous, ou à 10 km, ou à 20 km. On ne peut pas évaluer la distance, surtout si on ne connaît pas la dimension de l'objet. C'est ça le problème de la vitesse angulaire. On imagine des vitesses de déplacement d'objets qui sont très distants, alors qu'ils sont peut-être beaucoup plus proches de nous. C'est pour cette raison qu'un pilote, malgré son expérience, s'il ne connaît pas l'objet qu'il voit, il ne pourra malgré tout pas savoir, pas connaître sa distance et sa vitesse. En fait, ce qui est important de retenir, hein, c'est qu'il est impossible d'évaluer la taille d'un objet qui est dans le ciel si on ne connaît pas la distance, et il est impossible d'évaluer la distance d'un objet dont on ne connaît pas la taille. C'est ça, hein? C'est exactement ça, et je voulais te dire que c'est exactement pareil pour les rentrées atmosphériques. C'est que les étoiles filantes les plus lumineuses sont vues comme étant les plus proches. Mm-hmm. Alors qu'en réalité, elles apparaissent toutes à peu près à la même altitude. Et c'est pour ça que les élèves pilotes, pareil, se méprennent sur l'altitude d'un aéronef, et souvent ils le voient en dessous d'eux, alors qu'ils se trouvent au-dessus. Mm-hmm. Donc là, c'est un phénomène
lié voilà, à l'horizontale et le faible angle de vision entre l'horizontale c'est la difficulté de se rapporter à l'horizontale en situation de vol. Donc c'est un phénomène bien connu et voilà, n'importe qui peut se faire avoir. C'est ça. D'ailleurs, moi, je trouve toujours, je l'ai déjà rapporté dans certains balados, je suis toujours fasciné quand je regarde la Lune, d'essayer de demander, est-ce que je peux avoir une idée de la distance à laquelle elle se trouve ou une idée de sa taille? Évidemment, nous, on connaît les chiffres aujourd'hui, mais pendant des millénaires, les humains se sont posé la question, est-ce que la Lune, c'est un objet relativement petit qui serait dans notre atmosphère à quelques dizaines de kilomètres d'altitude, disons, ou au contraire, c'est un objet gigantesque qui est beaucoup plus loin et on ne peut pas l'évaluer. Et quand les témoins nous disent j'ai vu passer un objet qui mesurait 100 mètres de diamètre et qui était à telle distance, ils nous donnent des informations impossibles. Vous soulevez, François, vous avez fait allusion à un autre détail intéressant. Les fameux témoins experts, là, les militaires, les pilotes d'avion, qui évidemment devraient savoir de quoi ils parlent, est-ce qu'on peut se fier ou est-ce qu'on peut s'accorder plus d'importance aux témoins experts qu'à monsieur et madame tout le monde? Oui, il n'y a pas de témoin parfait. C'est contre-intuitif, mais les témoins non spécialisés, on va dire non spécialisés, peuvent parfois rapporter plus fidèlement un phénomène, car ils ne cherchent pas à le catégoriser tout de suite. Alors qu'un pilote, il voudra dire ah, ça ressemble à tel avion, tel engin. Donc c'est vrai que ils peuvent avoir plus de vocabulaire technique, mais ça ne signifie pas que c'est plus fiable parce que au contraire, ils peuvent en rajouter ou ils peuvent être péremptoires. Je sais ce que j'ai vu. Mm-hmm. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pilote. Il peut y avoir aussi l'effet voilà, je suis pilote. J'ai l'habitude d'observer le ciel. Donc, je n'ai pas de doute. Et le problème, c'est que non, tout le monde, aucune personne même expérimentée, n'échappe aux biais cognitifs, aux erreurs de perception ou aux interprétations. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué des fois à gérer quand on enquête avec les témoins, parce que la mémoire est aussi imparfaite, donc c'est une autre chose qui est imparfaite, c'est-à-dire qu'on introduit des faux souvenirs. Donc il faut jongler avec tout ça pour avoir une idée de l'observation. Il y a plein de choses et c'est très très intéressant. En fait, un détail que je rajouterais, c'est ce qui est assez amusant chez les humains, c'est plus on veut rendre un récit crédible, plus on va rajouter des détails, des précisions, alors qu'en réalité, ces précisions-là ne se peuvent pas. Quelqu'un qui dit j'ai vu un gros objet dans le ciel qui nous, peut-être avec ses mains, nous donne une idée de la dimension, c'est en soi plus vraisemblable que quelqu'un qui dit j'ai vu un objet qui avait telle dimension qui mesurait, mettons, 100 mètres de diamètre. Sauf qu'en réalité, plus vous ajoutez des détails, moins le récit devrait être plausible, crédible. On le voit en cours d'ailleurs, alors que plus le témoin peut-être est expert, il va rajouter des détails, et des détails qui sont impossibles à obtenir. Donc, l'humain, quand quelqu'un nous arrive avec un témoignage très précis, ça donne de la crédibilité, alors qu'en réalité, ça devrait être le contraire. On le voit d'ailleurs en cours, lors de procès, où les gens vont faire des descriptions très précises de choses qui ne sont pas, qui n'existent pas. Mais ça donne de l'impression que le témoin sait de quoi il parle, il se souvient de la couleur du manteau, il se souvient de plein de détails impossibles, dans le fond, à avoir recueillis à l'époque. Donc, c'est pas parce qu'un témoin est un expert dans son domaine, un pilote d'avion, un militaire, que ça devrait être plus crédible qu'un témoin ordinaire. D'ailleurs, dans votre questionnaire, vous ne l'avez pas mentionné, mais je trouve qu'il y a un détail intéressant. Vous présentez à votre témoin une carte sur laquelle il y a des cercles et vous lui demandez, en tenant, je pense, la carte au bout de sa main, à quoi correspond le diamètre de la Lune. Vous faites ce petit test-là. À quelle fin? Oui, ça c'est pour savoir si le témoin exagère un peu la taille du pan. Ça c'est vraiment pour pour jauger, on va dire, le témoin sur son estimation. Et moi, pour avoir fait le test au tout début, Mm-hmm. bon, je me suis trompé. Je pense que
je pense que tout le monde se trompe. Hein. On la voit beaucoup plus grosse que ce qu'elle ne l'est réellement. C'est assez impressionnant quand on a l'échelle, là, quand on a le petit peu, on a le test là, avec les échelles, on a plusieurs cercles. Mhm. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Tout le monde hein, se fait C'est ça. berner. C'est ça. On est tous humains. On est tous humains et c'est assez marrant. On a tendance à surestimer la taille de la Lune, donc on peut penser que lorsqu'on voit un pan dans le ciel, on peut probablement estimer davantage sa taille que ce que c'était en réalité. D'ailleurs, un détail, on peut faire l'expérience soi-même, puis je sentais que moi aussi, je me ferais prendre, je surestimais la taille de la Lune. On le voit aussi dans des tableaux de peintres, d'artistes, qui vont mettre la Lune beaucoup plus grosse qu'elle est en réalité, en tout cas, à moins qu'eux vivent sur une autre planète. Là. Mais effectivement, on surestime la taille des objets qu'on voit dans le ciel. On arrive un peu au terme de notre balado. Évidemment, ce qui est important de rappeler, hein, c'est que là, on vous a présenté 3 cas. Il y a 3 cas parmi des milliers d'autres qu'on pourrait retrouver sur le site du GEPAN. Notre but, c'était pas d'expliquer tous les phénomènes pan qu'on peut observer dans le ciel. Il y a plein d'autres pièges dans lesquels on peut tomber. C'était juste, par exemple, l'idée de dire il faut faire très attention à ce qu'on observe parce qu'on est d'abord biaisé par nos croyances, par nos attentes. En même temps, on est victime de phénomènes qu'on ignore souvent. Je pense à l'effet autocinétique, là, notre œil qui bouge face à un point lumineux. Donc, il y a plusieurs pièges qui font que sans le savoir, on peut tomber dedans. L'idée du balado, ce n'était pas d'expliquer tous les pièges, mais de nous mettre en garde par rapport à différents pièges qui fait que les gens nous arrivent avec des témoignages absolument renversants, témoignages qu'on peut difficilement expliquer. Moi, on m'en a souvent soumis dans ma vie. Je n'ai pas l'explication, mais quand on fait des enquêtes minutieuses, comme fait le François, comme fait le GEPAN, ça donne des idées. D'ailleurs, hein, François, sur le site du GEPAN, il y a des centaines d'enquêtes, de résultats d'enquêtes comme ça, comme on a évoqué un peu aujourd'hui. Oui, c'est vrai que sur le site web, on peut trouver plus de 3000 cas qui sont publiés. Mm-hmm. Alors, il n'y a pas forcément de compte-rendu d'enquête ou de note d'enquête. Hein. Souvent, c'est des cas assez simples à résoudre. Mm-hmm. Mais sinon, oui, il y a une quantité d'autres cas avec des témoignages aussi étranges. Et il y a toujours ces 3% de cas qui sont inexpliqués pour le moment. Donc, inexpliqué ne veut pas dire inexplicable. Donc, souvent, on a repris des KD et finalement, quelques années après, ils ont été expliqués. Donc, voilà. On va dire qu'on reste dans la limite de nos connaissances actuelles. C'est vraiment la règle. Voilà, on ne va pas au-delà de nos connaissances actuelles. Exactement. Donc, c'est comme ça que l'on classe les cas. D'ailleurs, il est très possible qu'il existe des phénomènes atmosphériques naturels plutôt rares qu'on observe parfois de temps en temps et peut-être, qui sait, dans 5, 10, 15, 20 ans, on va mettre en lumière certains phénomènes qu'on ignore actuellement. Même chose au niveau des phénomènes de nature psychologique, psychologique entre guillemets, comme par exemple l'effet autocinétique. Il y a peut-être des phénomènes encore chez le fonctionnement de l'humain qu'on ignore, qu'on va découvrir avec le temps. Donc, avant de recourir à des explications extraordinaires, pour ne pas dire extraterrestres, gardons-nous quand même une petite gêne parce qu'il y a plein de choses qu'on ignore encore actuellement, des phénomènes tout à fait naturels, des phénomènes de comportement humain, qui fait que peut-être que dans quelques années, on aura des explications qu'on ne possède pas aujourd'hui. En terminant, François, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Non, moi, je pense que il manquerait ici. Si j'aimerais rajouter, en termes de balado, vous pouvez aller voir le balado Les dossiers OVNI, qui est un balado qui reprend des cas du GEPAN et qui fait une lecture comme on a fait. On a fait là. Okay. Qui fait une lecture et qui fait l'analyse derrière. Donc c'est très intéressant. Ça, je conseille. Il y a pas mal de cas. Okay. Et c'est très intéressant. Les dossiers OVNI. Et après, bon, il y a quantité de lecture. Je me suis un peu inspiré du livre de Xavier Passot. J'ai eu un OVNI. Xavier Passot, qui est un ancien responsable du GEPAN. Okay. Donc je conseille parce que c'est vraiment un livre qui est facile à lire si on ne connaît pas trop le sujet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant.
Bon, ben, Et ensuite, et je vous conseille, dernière chose, je vous conseille d'aller voir des analyses qu'on n'a pas pu parler, mais des analyses photo, vidéo, avec le logiciel IPACO. Et je vous invite à aller voir le site IPACO et à voir les rapports qui sont vraiment extraordinaires. C'est ça. Fait que pour quelqu'un qui veut explorer plus en avant le monde des phénomènes inexpliqués et non pas expliqués par le phénomène que ce sont des extraterrestres, il y a quand même beaucoup de documentation, mais il faut faire attention. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont un regard biaisé, qui cherchent le surnaturel, mais il y a des gens qui cherchent à comprendre le phénomène. Nous voici arrivés au terme de ce balado qui conclut la première moitié de notre année 2025, puisqu'on va faire une petite pause au début du mois d'août. On va prendre un petit congé de 2 semaines. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons vous revenir donc au mois d'août avec la suite des balados. Pour nos supporters Patreon, normalement, le prochain balado serait diffusé le dimanche 3 août, mais ça se peut que ce soit un peu plus tard. Ce sera peut-être quelques jours plus tard ou peut-être une semaine plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas si le dimanche 3 août, vous n'avez pas votre balado. Il est probablement qu'il est en préparation à ce moment-là. Quant à nos fidèles auditeurs, nos milliers de fidèles auditeurs, ben, le prochain balado devrait être diffusé normalement le dimanche 17 août. Et si, entre-temps, je ne change pas d'idée, le thème, ça serait un retour sur l'actualité. Là, on a parlé de l'actualité très changeante de cette année. On va y revenir donc normalement au mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et je peux déjà vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs, on a beau être au mois de juillet, au moment où vous nous écoutez. Moi, je prépare déjà l'automne prochain et je dois vous dire que j'ai beaucoup de projets très intéressants dans ma besace. J'ai plus de sujets disponibles que j'ai de temps pour les faire, donc ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite un bon été, un bel et bon été. Faites des observations. Il y a toujours des choses très intéressantes à observer dans le ciel, même si ce ne sont pas des pans. Entre-temps, je vous rappelle toujours que je suis fort intéressé d'apprendre à vous connaître, de savoir qui nous écoute. Donc, n'hésitez jamais à nous écrire, à nous parler de qui vous êtes, à nous parler peut-être des balados que vous aimez ou que vous n'aimez pas, parce que c'est intéressant de savoir que certains balados plaisent moins que d'autres. Si vous avez des idées de sujets, si vous avez même des questions à nous poser, c'est très inspirant pour moi. Donc, si ça vous dit, je vous invite fortement à nous écrire à l'adresse toute simple qui est baladovde@gmail.com, baladovde. Et quand vous écrivez à cette adresse-là, vous vous adressez directement à moi et je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Donc, je vous souhaite un bel et bon été et on se retrouve au mois d'août avec de nouvelles aventures de voyage dans l'espace. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon et grâce à qui ce balado continue d'exister. Je vous rappelle qu'à partir de 5$ et plus, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados. Vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si vous êtes intéressé, direction le site patreon.com, Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier et Claude Lafleur avec la participation de François Estagé et diffusé par Laurent Rinigo et Dylan Baillargeon. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.